Gérard, 1974-1975, le club de rugby de Brive accède à la finale. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la saison et l'évolution qu'il y a eu au cours de cette saison? Voilà, donc oui, la question est très intéressante parce qu'effectivement il y a eu une évolution. Alors, le président Pébert m'avait confié cette responsabilité et j'étais entouré de Pierre Besson et de Michel Marot. Pierre Besson étant chargé de la préparation physique. Et nous avons fait le constat que le CRB avait d'habitude, sur les 3 années précédentes, fait des saisons extraordinaires. On avait marqué beaucoup d'essais, le public était enchanté. Mais arrivé dans les phases finales, cette équipe paraissait un petit peu émoussée. Et donc, il y avait des raisons, certainement. Et nous avons analysé ça. Et nous sommes partis sur une base très simple, c'est-à-dire qu'on allait faire une préparation physique assez surveillée, à savoir, nous allions travailler pendant une période, tout le temps, dans toutes les formes d'entraînement, ce qu'on appelle un endurance. C'est-à-dire le critère déterminant, c'était un pouls cardiaque qui ne devait pas aller au-delà de 140 pulsations. Donc ceci a duré effectivement pendant presque 6 mois, sachant que ce travail en endurance était complété par un travail de vitesse, c'est-à-dire courir à plein régime pendant entre 7 et 10 secondes. Et donc, ce qui se faisait dans la préparation physique, c'était ceci. Ce que nous faisions après, ou je faisais avec l'équipe complète, c'était aussi ceci, cette vérification de ne pas dépasser 140 pulsations par minute. Et là, on avait les prises de pouls, etc. Cette idée m'a alerté parce que j'avais d'excellentes relations avec Raoul Barrière et les Biterrois, l'année suivante, avaient eu les services d'un médecin qui leur a fait passer des électrocardiogrammes. Et ces électrocardiogrammes ont révélé effectivement un niveau d'usure, de fatigue, avec les lectures de l'électrocardiogramme, ce qu'on appelle les courbes là. Et cette équipe était fatiguée. Et Raoul Barrière me disait, on est pompé. Voilà. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont arrêté les entraînements et ils ont fait des footings, tous les jours, des footings. Même quand ils étaient sur le terrain, ils ont veillé à ne pas accélérer. Et donc, je crois qu'ils sont arrivés en finale cette année-là. Donc ceci nous avait éveillés, et voilà, on a fait une copie de ce modèle-là, sachant que nous, on a fait venir tout de suite le service de laboratoire de Limoges, de physiologie médicale, qui venait nous passer des tests, qui venait surveiller effectivement tous les joueurs 3 fois dans l'année. Hein. Alors les tests, je ne les énumère pas, mais certes, il y avait surtout des électrocardiogrammes, tests FLAC, Dixon, si mes souvenirs sont bons. Et donc, voilà que la saison se passe. Elle n'est pas, la saison, elle est, oui, un peu en demi-teinte, elle n'est pas glorieuse parce qu'on manquait un peu de peps, Moins que les précédentes. Oui, moins bon que les précédentes. Mais bon, ceci nous permet de jouer les 16e, de jouer les 8e, je me souviens, de jouer les quarts, et puis on arrive en demi-finale. J'oublie de dire quand même qu'un mois avant les phases finales, un mois ou un mois et demi, nous nous sommes mis en résistance, c'est-à-dire sur un travail qui a fait que le pouls cardiaque pouvait aller alors là jusqu'à 180. Donc un mois et demi avant les phases finales, nous avons rompu ce ronron là, et pour être vraiment dans une préparation très affinée. Et voilà qu'en demi-finale, nous tombons sur Narbonne, grosse équipe, Narbonne, et nous allons en prolongation, et nous les explosons dans les prolongations. Ce qui veut dire que cette préparation physique a été quasi parfaite, a été
impeccable parce que quand on regarde bien, les joueurs étaient frais, les joueurs étaient dispo et tout allait bien. On va en finale, on perd contre Béziers 13-12, bon, on a perdu, mais on aurait pu gagner, mais on a perdu. Voilà, 13-12. Voilà. Et donc, ceci a repositionné un petit peu le CAB dans une pseudo-modernité, ce qui n'était pas le cas avant. Alors ce qui est important, c'est que l'année d'après, on y viendra, mais pour dire que l'année d'après, ce que nous appelions cette année-là endurance, vitesse et résistance, l'année d'après, l'endurance, ça s'appelait, c'est la science qui passait, qui faisait ses œuvres. L'année d'après, ça s'appelait travail en aérobie, c'est-à-dire un équilibre en oxygène. La vitesse, ça s'appelait anaérobie alactique, c'est-à-dire sans production d'acide lactique. Et la résistance, ça s'appelait anaérobie lactique, avec automatiquement de l'acide lactique. Et ce qui eut l'année 74-75, le dieu régnant était la surveillance cardiaque. L'année d'après, le facteur dominant, et ce qui était déterminant, c'était la production d'acide lactique. Autrement dit, si j'étais en excès d'acide lactique, j'étais un joueur diminué. Alors, le problème, nous avions toujours le support des contrôles médicaux du CHU de Limoges, mais nous n'avions pas ces petites prises de sang qui nous permettaient de mesurer l'acide lactique. Donc, on a un petit peu fait une sorte de tâtonnement, et ce tâtonnement-là, bon, il ne nous a pas quand même mal réussi. Donc vous voyez comment, d'une année, on nous dit qu'il faut travailler comme ça, on fait comme ça, l'année d'après, on évolue, mais ça y ressemble, mais ce qui est sûr, c'est que la deuxième année, on joue une demi-finale, la deuxième année aussi, et que la préparation physique a été un peu modulée, un peu réorganisée, mais on était quand même sur ces bases-là. Je répète, la deuxième année, le système de la dépulsation cardiaque n'était plus prégnant dans notre surveillance que ne l'était la production d'acide lactique. Quand nous sommes arrivés, nous avons dit à partir de maintenant, nous nous entraînons à nos positions. Ce n'était pas la coutume dans le club, puisque l'équipe première s'entraînait à 3h de l'après-midi, et puis les autres, les B, s'entraînaient en soirée. Alors que là, tout le monde s'entraînait en soirée, mais en opposition. Donc, ça multiplie les problèmes, ça casse les habitudes, mais j'ai pas cédé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe première a joué une finale, et l'équipe de National B, c'était comme ça à l'époque, a été championne de France. Donc, comme quoi, ça élève le niveau. C'est incontestable, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que faire en sorte que le niveau du club s'élève, et que tout le monde, le plus grand nombre, soit concerné par ce qui se passe. Et pour tout dire, ça s'est bien passé. Tout le monde a retrouvé effectivement un allant, et ce fut quelque chose de plutôt agréable. Voilà. Ça m'a paru très très important. Parce qu'en fait, on a failli passer à côté, la première année, si un mois et demi avant, on ne se met pas en résistance. C'est-à-dire des entraînements sur les 200 mètres, tu vois, sur les tours de piste, etc., etc. Donc là, on s'est mis en résistance. Mais les organismes n'étaient pas fatigués. Les organismes n'étaient pas usés. Et donc, cette approche cardiaque, alors après, dans l'approche cardiaque de cette année-là, parce qu'après, on a été dans les courants énergétiques. Dans cette approche cardiaque, on aurait pu développer en disant, bon, on arrive sur cet effort, là, tout de suite, on prend le cours, on est à 180. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut travailler vraiment sur la mise en forme, on reprend l'effort alors qu'on n'est qu'à 150,
ou on attend que ça descende à 140 pour reprendre l'effort. Tu comprends? On fait un effort. On arrive sur un 200, on arrive, pouf, prise de pouls 180. Très bien. Vous récupérez une minute, très bien. 1 minute 30, très bien. On prend le pouls. Je suis à 155. D'accord. Hop, tu repars tout de suite. 200 mètres à fond. Alors, tu le fais une série de 5 fois, tu vois, en repartant à 155. Là, tu quittes, tu te mets vite en condition physique, avec des entraînements comme ça. Si par contre tu dis on va attendre de revenir à 140, oui, c'est pas mal, mais peut-être qu'on retarde le pic de forme, ce qu'on appelle le pic de forme. Tu comprends, Alain? Ouais. Alors, justement, quand on était à la section, quand on allait passer les tests à Limoges, où le professeur de Limoges descendait à U7, par rapport aux résultats, il y avait des résultats qui devaient être hétéroclites, parce que chacun dans son club faisait des choses différentes. Ouais. Même si à la section, nous, on faisait toujours la même chose. Enfin, tout le monde faisait la même chose. Ouais. Et comment tu te servais de ces bases qui revenaient pour travailler? Est-ce que tu t'en servais ou c'était juste un contrôle? Non. Alors, la préparation physique, comment dirais-je, c'était pas ma préoccupation. Je savais que ceci était un processus éducatif, formateur, très formateur. Ça permettait aux gars de la section sport-études de vivre cette expérience des contrôles médicaux, des tests, etc. Et moi, l'utilité que j'en avais, c'était surtout de vérifier, et labo de physio, de vérifier les anomalies. Est-ce que certains n'étaient pas dans des anomalies cardiaques, dans des anomalies en termes d'insuffisance, je ne sais quoi. Voilà, c'est ça qui me préoccupait. Et de voir que d'une année à l'autre, le professeur me disait il y a des progrès dans la capacité maximale d'oxygène, dans ci, dans là, etc. Tu vois? Mais à la section sport-études, on n'était pas dans une logique de compétition, quoi, tu vois? Oui, On était dans un processus de formation, et y compris la formation personnelle, physique. Gérard, à la saison suivante, 1975 et 1976, donc le club de rugby de Brive élimine en 16e de finale Grouillet de 28 points. En 8e, Saint-Jean-de-Luz de 24 points. Arrive le quart de finale contre Montferrand, 3-0. Présente-nous un petit peu la préparation de ce match spécifique. Ah oui, d'accord. Alors, d'abord, il faut dire que l'effectif a été un peu remodelé parce que après la finale, notre deuxième ligne titulaire, Roger Fitt et Jean-Claude Rossignol, sont partis à Tulle. Donc, en plus ce sont des amis que j'adorais, que j'aimais beaucoup. Ils sont partis à Tulle, donc il fallait reconstituer un paquet d'avant, quoi. Et là, j'ai décidé de dire à Pasquier qu'il allait jouer deuxième ligne, parce que c'était un pousseur, que moi j'aime beaucoup ça, ce travail à mêler. Et Jacques Génois est resté et a été titularisé en deuxième ligne, parce qu'il n'avait pas fait la finale, Jacques, en 75. Donc l'équipe a été un peu remodelée et nous avons vu arriver au club Coco de l'Âge, qui était de Jean Mestras, je crois. De Langon, merci. Merci Alain. Et donc il est venu et il a fallu un peu remettre tout ça sur pied. La saison s'est passée plutôt bien, cette première partie de saison, un peu mieux que la première partie de l'année précédente, et les phases finales, donc, ont fait émerger ceci. Voilà. Des résultats qui étaient plutôt convenables. Et voilà, est arrivé le fameux, ce que l'équipe a appelé pendant 2 mois, le monstre à 16 pattes. C'est cette équipe de l'ASM a rudoyé tout le monde, a plié tout le monde. Et à tel point que, comme nous avions des liens plutôt
plutôt sincère avec Raoul Barrière, je l'ai appelé parce qu'ils se sont fait battre par l'ASM, et qui me disent un petit peu comment on pouvait faire, quoi, comment on pouvait. Et il m'a dit, bon, c'est un cauchemar, quoi. Voilà, c'est un cauchemar. J'ai aussi appelé Jean Carrère, avec qui j'avais de bonnes relations, qui entraînait Narbonne, et il m'a dit, je ne vois pas comment on peut les prendre, là, ils sont imprenables. Voilà. Bon, mais avec ça, nous avons été face à une profonde réflexion. Alors, il se trouve quand même que j'ai eu la chance, par l'intermédiaire d'un journaliste de l'équipe qui s'appelle Carducci, qui m'a proposé à travers une discussion si je voulais avoir un rapport qu'avait fait l'entraîneur des Lions lors d'une tournée en Afrique du Sud. Bien sûr, donc j'ai regardé effectivement ceci, ce rapport. Je dois l'avoir encore parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Et en gros, disait-il, nous on était légers, les cavaleurs, les Lions, et puis on avait des monstres qui nous rentraient dedans, c'était impossible. Et donc, il a dit, j'ai pensé qu'on pouvait envisager, lors du deuxième test, de jouer à reculons, d'apprendre à jouer à reculons. Alors il dit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Non, de savoir que sans arrêt, il faut se replacer, se repositionner, etc. Ça m'a travaillé. Et qu'avons-nous fait pour préparer ce match? Nous avons fait, à mon avis, 3 choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que j'ai dit aux joueurs, écoutez, vous savez comment ils sont, hein, les légendards, monstres à 16 pattes, ils avancent, sur des groupes pénétrants, puis ils déroulent, ils arrivent, ils rentrent dedans. Eh bien, nous allons apprendre à jouer à reculons. Et bien voilà, nous allons faire des entraînements, donc on s'est entraîné tous les jours, de manière à automatiser, dans le principe de la réflexion, ce fait que quand ça commençait à s'engranger, le disponible ou le plus disponible savait qu'il fallait se repositionner un petit peu à reculons, de manière à ce qu'ils n'avancent pas, qu'ils avancent que 5 mètres au lieu de 10 mètres. Voilà. Et il semble que l'équipe a compris, quoi, parce qu'effectivement, ils ont avancé, mais pas comme ils auraient souhaité. Donc, nous avions travaillé tout ça, les poussées, les contre-poussées, etc. Ça, apprendre à jouer à reculons, c'est presque un pléonasme, c'est presque une injure, mais je vous raconte les faits. Deuxième chose, ils avaient une première ligne avec Rougerie, Fouillou, le talonneur, mais des gars massifs, mais un peu grands. Et nous avions à gauche la Chassagne, petit gabarit, très bon en mêlée, et Dallès, qu'on ne présente plus. Et donc, nous avions décidé que nous allions les secouer en mêlée. Et comment nous avons fait? Nous avons fait du stéréotype sur le joug, sur le vieux joug de l'époque, un stéréotype, c'est-à-dire que lorsque nous décidions de pousser en mêlée sur le signal donné, lorsque nous décidions de pousser, tout le monde se mettait en flexion, mais vraiment en flexion, c'est-à-dire qu'on descendait son bassin de 10 cm. 10 cm, c'est ça, quoi. Et ça, c'est très important. Donc, le bassin descendait, les jambes étaient fléchies, et sur le signal, pouf, tout le monde se mettait en position de pousser. Et ça a très bien marché parce qu'on les a explosés en mêlée. Et ça a été pour eux une désorganisation énorme. Et à tel point qu'après, il y a des joueurs, je ne veux pas les citer, qu'on n'a plus revus à la SM. Voilà. Ça a très bien marché, les joueurs ont répondu présent, et je crois que on a essayé d'établir sur le faible, le fort. Nous, on a fait le fort sur leurs points faibles à eux. Notre force à nous, c'était cette possibilité de les prendre très bas en position de mêlée. Et quand vous savez que la poussée, quand elle est d'autant plus synchrone, et que tout le monde se lie, que tout le monde se baisse en même temps et que tout le monde pousse en même temps, ça fait effectivement des dégâts, sachant que les pierres d'achoppement étaient Dallès et la Chassagne quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais Pasquier, qui était un pilier de formation, est un très bon pousseur,
et génois, on n'en parle pas. Donc, voilà. Ça, c'est le deuxième aspect. Et la troisième réflexion, c'était celle-ci, de faire une composition d'équipe, avec bien sûr Jean-Claude Roch, qui était incontournable, et au centre, de mettre Alain Marot, qui jusqu'alors ne jouait arrière, de le mettre au centre, parce que Roch était pied droit, et Alain Marot était pied gauche. Sachant qu'il faisait chaud, c'était au mois début mai, il faisait chaud à Bordeaux, et que ces gros, là, quand même, de la SM, quand on les déplace un petit peu, ils n'aiment pas trop ça. Et qu'a fait Alain Marot, sur 4 coups, 5 coups, 3 ou 4 ou 5 coups, comme ça, des grands coups de pied, le ballon qui ne tombe pas, mais s'il tombe, il va en touche. Et donc, ça les a fait reculer, ça les a gardés chez eux, nous, ça nous a mis en confiance, etc., etc. Et voilà comment, avec ces 3 éléments, apprendre à jouer à reculons, s'organiser sur une poussée collective et déplacer le jeu sur un joueur pied droit, pied gauche, ça nous a permis effectivement de les battre, difficilement, mais 3-0 quand même, il fallait être là, compte tenu de ce qu'il représentait à ce moment-là. Hein. Voilà. Et alors après, dans les vestiaires, je me suis toujours, la presse est arrivée, mais pourquoi, mais comment, nanana, je leur dis, j'en avais marre, quoi, hein, j'ai lâché, je me suis lâché, j'ai dit, voyez, nous avions programmé notre match. Et naturellement, après, ça a été l'occasion de faire traiter de monsieur IBM et tout ça, enfin voilà. Donc, je crois que des matchs, ça se prépare, ça se discute, ça s'organise. Là, il n'y avait pas de motivation à faire, puisque de toute façon, la motivation, elle était d'elle-même. Donc, il n'y avait qu'à travailler sur des éléments technico-tactiques, là, on pourrait dire, hein, mais c'était plus tactique, mais technique, quand même, parce qu'à mêler, quand il faut se baisser, c'est pas simple, le génois, il se baissait très bien, vous voyez. Donc, c'était bien, voilà. Donc, c'était plutôt satisfaisant. Donc Gérard, dans les saisons rugbystiques, au niveau du sport-études, le point culminant a toujours été l'affrontement avec le sport-études de Béziers. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le déroulement de ces matchs et la préparation de ces matchs? Oui, à la section sport-études, j'avais à m'occuper de jeunes adolescents, et pas des adultes. Et donc, les choses n'étaient quand même pas les mêmes, mais les émotions étaient encore plus grandes quand on a cet âge-là, et y compris quand la section sport-études de Béziers venait nous rencontrer, ou quand on allait à Béziers. C'était un moment qui dépassait un peu le cadre de la raison et qui était enthousiasmant. Béziers avait un fonds de recrutement énorme dans la section sport-études, et donc c'était une manière à nous de nous étalonner sur le plan sportif, sur le plan psychologique, hein, parce que j'ai jamais oublié de faire en sorte que chacun d'entre vous, la section sport-études, aille ou atteigne le niveau le plus élevé de vous-même. C'est-à-dire que certains ont pu jouer dans des grands clubs, d'autres dans des clubs ou dans des catégories un peu moins élevées, mais chacun a joué à son niveau le plus élevé, et c'est ce qui m'intéressait. Parce que l'épanouissement de chacun de nous, il passe aussi par une forme de performance. Il faut bien le savoir. Mais la performance, elle est individuelle. Donc, moi, j'avais mis tous les ingrédients pour que cette rencontre, ou ces rencontres, soient des rencontres d'étalonnage. L'étalonnage, il ne faut pas cacher les choses, sur l'hégémonie des uns et des autres, mais surtout sur vos performances à vous. Celle de Raoul Barrière et la mienne, on savait très bien où on en était. Et donc, j'ai toujours voulu que vous soyez des hommes finis, quand vous partiez dans la section sport-études. Et être fini, c'est avoir appris à être discipliné, c'est avoir appris
certes à s'amuser, mais c'est aussi avoir appris à se dépasser dans l'effort, à se dépasser dans une forme de conquête. Voilà ce qui m'intéressait le plus. Mais dans cet ordre d'idées, on ne peut pas faire fi dans ce souvenir qui est un peu lointain de ce match contre Béziers. Je me souviens d'un match à Meymac. Je crois à Meymac, il neigeait un petit peu, où nous avons battu Béziers. Ils avaient Didier Cambert-Avero, ils avaient Seco, enfin ils avaient des gars qui étaient aux portes de l'équipe première. Et nous les avons ensuite battus sur le stade d'honneur du stade du Sel, où ils avaient Morisson, le Louis Mêlé, qui jouait en première. Ils avaient toujours Didier Cambert-Avero, peut-être d'autres. Et donc, cette performance, elle est dans les souvenirs, quoi. Elle est ancrée dans l'inconscient de chacun, puisque dans nos précédentes rencontres, là, j'ai entendu certains d'entre vous l'évoquer, et c'est un souvenir énorme, quoi, hein. C'est une gratification narcissique très forte, et que chacun garde dans ses souvenirs, et je crois qu'il faut en rester là, hein, puisque ça témoigne effectivement de ce qu'a été l'histoire de la section sport-études, notamment à UCN. Comme c'était un conteur, à Haute-Barrière, il était intéressant quand il te racontait des histoires, parce qu'il les accréditait toujours, et puis il avait toujours des comptes à régler avec les uns et les autres, et naturellement, là ça y allait, quoi. Bon, moi, je ne répétais jamais rien, on avait un accord tacite, et puis j'aimais bien, et puis alors j'aimais surtout bien parce qu'il racontait, et il disait, et il t'apportait des choses, tu vois, et ça n'a pas de prix, quoi.